suis assez jaloux quand j'écoute Bruno, tout ce qu'il a eu le temps de faire que moi, j'ai pas fait. 100 000 ou 1200 sujets, articles, publications qui me viennent sous le nez. Je ramène ça à 50, puis après, je zoome sur, pour moi, ce qui est important. Je vais probablement aller chercher 3-4 sources. Je vais donner ça à marcher à ChatGPT. Je me suis créé un endroit où j'ai mis l'équivalent de 3000 textes que j'avais déjà écrits. Ça, c'était sa base d'apprentissage avec mes béquilles, avec mes formulations, des trucs comme ça. Et là, je lui ai dit, fais-moi une première rédaction. Moi, je repasse dessus parce que je veux m'assurer que les faits sont bons, que c'est bien écrit, puis qu'il n'y a pas d'hallucination. D'un côté, l'intelligence artificielle contribue à la profusion d'informations non vérifiées. On pourrait parler aussi des fausses images, des fausses vidéos, etc. Mais d'un autre côté, c'est aussi un outil fantastique pour aller débunker tout ça et s'approcher de la vérité. Parfois, on peut se faire avoir. C'est qu'elle va toucher quelque chose qui nous plaît. Elle va faire passer un message auquel on est réceptif. On a envie d'entendre ça. Donc, si quelqu'un nous le dit, ah bah ouais, alors c'est que c'est vrai. Et on va pas chercher plus loin et on va le faire passer. Et ça, il faut arriver à lutter contre ce penchant naturel et c'est peut-être ça le plus difficile à mon avis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rien du Neuf, le podcast où on découvre ensemble comment l'intelligence artificielle façonne nos vies et nos industries. Je suis Laetitia Constantin, développeuse web et IA chez Exploré et je suis avec mon collègue Rémi Dion, VP et cofondateur. Salut Rémi. Salut Laetitia. On a deux journalistes avec nous aujourd'hui qui viennent, l'un d'entre nous, d'outre-mer. J'ai très hâte d'entendre parler de vos parcours. Comme à chaque fois, dans nos épisodes, on parle de la place de l'IA dans la société, au travail. Et puis cette fois-ci, on va creuser le milieu du journalisme. On a avec nous Bruno Guglielminetti et Jérôme Colombin, chacun avec un parcours distinct, mais qui se recroisent. Puis d'ailleurs, chacun de vous faites un épisode commun, je pense, à chaque semaine, exact? Tout à fait. Ah oui. Donc, vous êtes des habitués d'avoir cette vitrine pour prendre la parole. Je vous invite d'abord pour notre audience à vous présenter. Qui êtes-vous? À quoi ressemble votre parcours qui vous a amené jusqu'où on est maintenant? C'est Jérôme. Ah, c'est moi qui commence? Ah oui. Bon. Eh bien, oui, merci. Merci au Québec de faire parler la France en premier. Moi, je suis journaliste. Alors, c'est amusant parce que vous allez voir qu'avec Bruno, on a des parcours assez similaires. On a tous les deux travaillé dans les grands groupes d'audiovisuel public. Moi, c'était à Radio France, puisque j'ai passé plus de 25 ans à France Info, où je couvrais la technologie au jour le jour. Depuis la fin des années 90, c'est-à-dire depuis qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant, depuis la démocratisation d'Internet, de l'informatique, et puis toutes les révolutions qui sont survenues après, le smartphone, les réseaux sociaux, aujourd'hui l'intelligence artificielle, enfin toutes les grandes étapes. J'ai eu la chance de les suivre, tout comme Bruno. On est des vieux de la vieille et puis après nos carrières on s'est un peu réorienté. Enfin, on a continué à faire la même chose. Moi, parallèlement à France Info, donc je faisais de la radio principalement, mais je me suis aussi frotté à la vidéo avec un très bon ami, un confrère que Bruno connaît bien, qui s'appelle François Sorel, qui travaillait à l'époque à RMC BFM. Et on a monté une chaîne YouTube qui parlait de tech, qui était, je pense, l'une des premières en France, qui s'appelait la chaîne Techno, puis qui a grossi, enfin je vous passe les détails, mais qui a été racheté ensuite par le groupe RMC BFM et qui est devenu, après plusieurs étapes de développement, ce qui s'appelle aujourd'hui Tech & Co. Ça, c'était pour moi une espèce de vie parallèle. Et puis, j'ai un peu arrêté les deux. J'ai pris du champ vis-à-vis de Tech & Co. Et j'ai surtout pris du champ vis-à-vis de France Info parce que j'ai quitté France Info il y a 4 ans. J'ai quitté le giron confortable du service public et du salariat pour monter mon entreprise et pour monter mon propre média, pour monter Monde Numérique, donc qui est un média, ce que j'appelle un média personnel. C'est un vrai média parce qu'on aura certainement l'occasion d'en parler parce que comme Bruno, on a des vieux réflexes journalistiques et autres. Donc, on continue à les appliquer, mais en même temps, c'est très axé sur nos personnes, ça n'appartient qu'à nous, et on continue à parler de technologie, donc monde numérique, et puis parallèlement, il y a aussi un peu une aventure entrepreneuriale. Moi, venant du salariat, j'ai découvert les joies de l'entreprise, beaucoup de joie, beaucoup de... quelques contraintes aussi, mais voilà, et toujours l'axe du journalisme, et de la technologie et une vraie passion pour le numérique.
Génial. J'adore que tu as tes couleurs également avec la tour Eiffel derrière toi. Voilà, alors c'est pas une vraie, hein, puisqu'on va parler de deepfake, etc. Je dois avouer qu'on est déjà dans un petit peu dans un monde de faux. Mm-hmm. Mais c'est intéressant d'entendre la présentation de Jérôme parce qu'effectivement, on a plein de choses en commun. Et ça fait autant de temps, moi, que de ce côté-ci de l'Atlantique, je couvre la technologie. Et puis, donc, c'est ça. Moi, mon parcours, ça a été 25 ans à Radio-Canada. Officiellement, sur mon chèque de paye, c'était écrit réalisateur, l'équivalent d'un producteur en France. Mais les 15 dernières années, je les ai passées à la fois à produire des émissions, mais aussi à parler de technologie à l'antenne. J'étais le monsieur Internet ou monsieur technologie là, du service public. Après, j'ai été de l'autre côté de la barrière, au cabinet de relations publiques nationales, où pendant 4 ans, j'ai eu le plaisir d'aider les grandes entreprises, les grands clients de chez National et les plus petits à se trouver dans le monde numérique. C'était autour de 2010, donc c'était presque juste avant le boom des réseaux sociaux. Et là, c'est d'aider les grandes marques, genre Ford, McDo, Walmart, à débarquer sur les réseaux sociaux, à les convaincre qu'ils devaient être là, puis après de débarquer avec une façon stratégique. Et puis après 4 ans-là, rapidement, j'ai été faire un tour du côté de Just for Laugh, Juste pour rire, qui à l'époque était encore un gros empire du divertissement. Il y avait 17 divisions, c'était sur tous les continents de la planète. Des festivals comme on en connaît un à Montréal, là, le Festival Juste pour rire. À l'époque, il y en avait 4 à travers la planète. Il y avait des comédies musicales à New York, à Londres. Il y avait la chaîne des gags qui commençait à vivre sur YouTube, qui est devenue une plateforme formidable pour autant au niveau de son contenu que ce qu'elle génère comme revenu pour l'entreprise. Et puis, parallèlement, c'est ça. Moi, quand j'ai quitté en 2015 Juste pour rire, Just for Laugh, il y a quelque chose qui me manquait parce que toutes les années où j'ai quitté Radio-Canada, puis parallèlement, quand j'étais à Radio-Canada, j'écrivais dans la presse et dans le Devoir, là. Mais quand j'ai quitté Radio-Canada, j'ai comme fait un deuil de raconter ce qui se passait en technologie, comme plus la commenter. Et ça a été les années où j'étais dans les boîtes de relations publiques et chez Juste pour rire. Et donc, j'étais pas mal souvent à TVA ou à LCN invité à commenter l'actualité. Et puis, ça m'a redonné le goût de dire, pourquoi moi, je ne recommencerais pas à faire ce que je faisais, ce que j'aimais. Et donc, c'est là l'ouverture du blog moncarnet.com. Ça a été le magazine moncarnet.com, ce qui est devenu un truc de 2 heures pour d'écoute de la fin de semaine. Et puis aussi, plus récemment, il y a 1 an et quelques mois maintenant, 120 secondes de tech est un bulletin. Moi, c'était vraiment les Anglais disent un pet project, là. C'était mon petit projet que je me disais, il faudrait bien que je fasse ça. Puis finalement, j'ai été surpris de l'accueil parce que 1 an et demi plus tard, là, la moyenne, c'est 1,5, 1,7 millions d'écoutes par semaine, juste pour ça. Fait que c'est un beau succès. Et puis, c'est ça. Mais ça m'occupe. Et ce qui fait que virtuellement, grâce à l'intelligence artificielle, puis je présume qu'on y reviendra, j'arrive à produire tout ça dans une journée presque normale. Presque normal. J'allais y venir. Maintenant que vous avez tous les deux, votre day-to-day, c'est de l'entrepreneuriat. C'est quoi une semaine type pour vous? Qu'est-ce que vous faites comme tâche à peu près tous les jours ou dans la semaine pour être capable de produire ce que vous produisez? Alors, on a encore un point commun, c'est qu'on publie beaucoup d'épisodes, mais on a chacun un repère hebdomadaire. Bruno, c'est son émission Mon Carnet, je ne vais pas répondre à sa place, et moi, c'est une émission... J'aime ça. Si tu veux, je te fais ta pub, hein. Il n'y a pas de problème. Et moi, c'est une émission qui s'appelle l'Hebdo. Donc ça, c'est le point d'ancrage. Ça, c'est vraiment notre côté radio, c'est-à-dire que ça... Voilà, moi, ça dure 50 minutes, Bruno, ça dure 6h40, je crois. Hein.
Mais c'est un magazine où on prend la parole et on mélange des news du talk. Il y a donc cette conversation hebdomadaire qu'on fait, Bruno et moi, qui est une partie de chacune de nos émissions, et puis des interviews, beaucoup d'interviews, beaucoup d'entrevues, pardon, comme vous dites. Et donc ça, c'est le point de repère. Et moi, ça sort le samedi matin, donc si on fait la semaine à l'envers, eh bien, c'est enregistré la veille. Donc vraiment, le vendredi, c'est ma journée de production. Donc je bloque toute ma journée parce que c'est un gros travail, ça me prend la journée entière. Mais en même temps, j'ai déjà commencé en amont. Et c'est vrai qu'à partir du début de la semaine, je commence à réfléchir à qui je vais pouvoir interviewer. Quelquefois, j'ai des interviews d'avance, mais pas toujours, pas suffisamment, pas assez. Je commence à suivre l'actualité. Et puis, après, il y a toute une mécanique qui fait que j'arrive aussi à publier quasiment un épisode par jour, parce qu'on ressort des extraits de l'émission, et puis on le diffuse en version plus longue, en épisodes séparés, etc., etc. Donc, grosso modo, publication quotidienne, mais tout est axé vers la production de l'émission du samedi, qui, moi, c'est ce qui fait le plus d'audience, et c'est vraiment un rendez-vous qui a réussi à s'ancrer, qui a son public, qui a sa communauté, il y a une vraie fidélité de longue date. Et puis après, il y a tous les autres projets. Ça, on va dire que c'est le quotidien. Bon, c'est sympa le quotidien, mais ça tourne vite à la routine. Et moi, ce que j'adore, c'est monter des nouveaux projets. Donc, il y a toujours des trucs qui viennent là-dessus. Je me dis, tiens, et si je faisais un podcast en plus là-dessus? Tiens, et si j'invente... Alors, chaque fois qu'on se parle avec Bruno, c'est drôle parce qu'il y a la partie enregistrée que tout le monde entend, mais ce que les gens n'entendent jamais, c'est la partie off, où on prend 20 minutes, parfois plus, ça dépend de notre disponibilité, et on refait le monde tous les deux. Et on se dit, parce tiens, qu'on fait la même chose. Voilà. D'un côté et de l'autre, l'Atlantique, mais on fait le même boulot. Mais vous connaissiez déjà pour avoir eu cette idée-là, ou vous avez chacun fait ce chemin-là indépendamment et vous avez réalisé que vous faisiez quelque chose de similaire? Non, ça fait un moment qu'on se connaît. D'ailleurs, je laisse Jérôme, il est tellement bon pour me vendre. Je laisse Jérôme expliquer depuis quand. Moi, j'étais venu, après je me tais, mais dans les années 90, le Québec était beaucoup plus en avance que la France sur Internet. En 96 que tu étais passé. Voilà. Et la présence française sur Internet à l'époque, c'était des Québécois. Il n'y avait pas de Français. Donc, moi, j'étais venu exprès au Québec pour faire un reportage là-dessus, pour voir les émissions qui existaient, etc. Et j'ai rencontré Bruno à cette occasion, donc en 96, c'est ça? Ouais. Et on est resté en contact et on a continué à se voir, à se parler, etc., etc. Donc voilà, notre ancienneté, notre amitié aussi, c'est devenu après une amitié, remonte à cette époque-là. Jérôme, tu étais venu voir Bruno spécifiquement? Non, alors pas que Bruno, ça va. Bon, Bruno, il est important. Mais il aurait pu. Il y aurait eu non plus. Non, mais tu aurais eu assez de matériel juste à. Oui. On sait que Bruno, de notoriété internationale depuis 1996, donc. Même avant, je crois qu'on m'avait parlé de lui en France avant. Oui. Non, c'est ça. Moi, j'ai commencé à travailler avec, par exemple, la RTBF en 95. J'avais fait des trucs avec France Inter en 96, mais c'est vraiment avec la rencontre de Jérôme, qui était quelqu'un qui faisait le même boulot que moi, c'est-à-dire que on était au tout début de l'Internet, là, et là, c'était de vulgariser et de parler de tous les possibles de l'Internet, avec tous les risques aussi qui étaient à côté. Puis à l'époque, c'est l'Internet, mais c'est aussi les ordinateurs. C'était la folie des ordinateurs qui changeaient de processeur à tous les 6 mois. Les gens étaient perdus. On parlait même pas encore de téléphone intelligent. C'était une période qui était riche en contenu. Alors, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui faisait la même chose de l'autre côté. Et lui, il était chanceux parce qu'il ne faisait que ça à tous les jours. Et il avait son rendez-vous quotidien à France Info. Moi, c'est la première fois que je vais révéler ça, mais je le jalousais de pouvoir avoir ce rendez-vous à tous les jours là-dessus et de pouvoir se concentrer là-dessus. Moi, je faisais des émissions à la Radio Générale et puis après, j'essayais de trouver du temps pour me préparer pour les rendez-vous que j'avais à l'antenne. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que le respect s'est établi. Et il a mentionné François Sorel et c'en est un autre, ça. Il y a comme une trilogie qui existe à quelque part où c'est quelqu'un aussi qui est important dans ce domaine-là et qui a fait aussi son bonhomme de chemin lui, c'est sur RMC, qui était une autre radio. Maintenant, il est à la télé. Quand Jérôme dit que
il y a la bougeotte qui veut toujours créer quelque chose, ben, il a réussi à créer un moment où on se rencontre une fois par mois et tu as 3 joyeux lurons qui se connaissent depuis longtemps, qui couvrent la technologie depuis longtemps, qui font un décryptage du dernier mois. Et ça aussi, c'est un rendez-vous qui est intéressant, ça. Bruno, tu as dit un mot, tu as dit une phrase qui m'a fait sourciller. Tu as dit « Tout le monde était perdu avec la tech à ce moment-là ». Oui. Est-ce que tu as l'impression que ça se repasse, ce moment-là? Ah, ça a été. Oui, ben, le problème, c'est que il y a Hervé Fischer, qui est toujours un philosophe de la technologie du numérique, qui un jour m'a dit, tu sais, Bruno, le cerveau qu'on possède aujourd'hui, il date de 50 000 ans. Et ce cerveau-là, il n'a pas été conçu il y a 50 000 ans, là. Je m'excuse, mais la planète n'avait pas l'air de ce qu'elle a l'air aujourd'hui. Et le développement ou l'évolution technologique n'était même pas là au début. Donc, on a le cerveau avec les capacités qui sont là. On l'a un peu amélioré, là, on s'entend. Mais l'homme et la femme sont pas prêts à recevoir tous ces changements-là. Et heureusement qu'il y a des gens comme Jérôme, comme François, comme moi, qui avons cette passion et ce temps, puis peut-être ce cerveau mal ajusté à la réalité pour arriver à prendre toute cette information-là, puis à arriver d'avoir assez de recul pour dire, mais ça va là, ça va là, ça va passer, mais il faut focuser là-dessus parce que c'est ça qui s'en vient. Et c'est un peu comme, il y a quelqu'un d'autre qui m'avait appelé le Sherpa du numérique, ben c'est un peu ça, je pense, qu'on fait depuis 30 ans. Sherpa du numérique. Ouais. J'aime beaucoup l'expression. Ça m'amène à une autre question que je me posais il n'y a pas très longtemps. Il y a beaucoup d'informations sur Internet et je sais que vous êtes connecté à plein de flux RSS automatiquement sur de nombreuses sources, des études, des news à droite à gauche. Et je me demandais comment est-ce qu'on choisit son sujet. Il y a tellement de choses, comment est-ce qu'on se dit, je vais parler de ça cette semaine plutôt que autre chose. Est-ce que votre choix aujourd'hui, vous le faites vous-même de vos 30-40 ans d'expérience dans ce domaine-là? Est-ce que vous vous servez de l'IA pour vous aider à trouver le sujet qui pourrait être pertinent pour vos auditeurs? Jérôme? Ça, je crois que c'est... En fait, c'est la base du journalisme. C'est-à-dire d'être au centre de toutes les informations qui arrivent et de faire des choix, donc des renoncements. Et c'est souvent par élimination et c'est souvent par hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a plein d'infos qui arrivent, on se dit tiens, celle-là, elle est bien. Et puis le lendemain, il y en a une autre. Ah ben non, ben celle-là, elle est mieux en fait. Et ça se passe comme ça. Alors sur quels critères? C'est très difficile à dire parce que je crois que aujourd'hui, on fait ça, mais de manière instinctive. J'ai du mal à l'expliquer. C'est quand on dit c'est quoi l'actu le matin, ben, quand vous avez dans une rédaction la conférence de rédaction, c'est quoi l'actu? L'actu, c'est ce qu'on apprend en école de journalisme, c'est quoi de neuf et intéressant, quoi de nouveau et intéressant, par rapport à quoi, par rapport à hier, par rapport à il y a un mois, par rapport à il y a 2 heures. Et puis après, il peut y avoir des questions plus profondes par rapport aux enjeux que ça pose. Oui, il y a des infos qui sont très superficielles, qui vont avoir 2 heures de durée de vie. Il y en a d'autres qui sont, je veux dire, le lancement de ChatGPT, c'est une info qui est immortelle maintenant. C'est comme le lancement de l'iPhone. La date restera gravée et l'événement restera gravé. Donc, c'est une espèce d'alchimie. Il y a beaucoup de ressentis. Il n'y a pas beaucoup d'éléments rationnels, je crois, et c'est beaucoup la pratique du journalisme et les années en fait qui font qu'on choisit comme ça. Moi, c'est vrai que Bruno dit que je n'ai fait que la tech, mais quand même au début de ma carrière, j'étais journaliste polyvalent et je traitais de tout. En fait, j'ai couvert des procès, j'ai couvert des manifestations, j'ai couvert des sujets politiques, j'ai fait des reportages de faits divers, etc. Et tout ça, ça forme. Et je me suis spécialisé sur la tech assez vite, mais bon, il a quand même quelques années après. Et c'était les mêmes mécaniques, c'était toujours les mêmes mécaniques. Donc voilà, c'est pas évident de répondre à cette question en fait. Mais c'est sûr que pour suivre l'actualité, c'est drôle parce que moi, je sors là, juste avant qu'on se parle. J'ai passé 2 semaines dans un congrès de la Fédération de professionnels de journalisme et j'expliquais aux gens comment je travaillais, puis ça m'a permis d'avoir une réponse qui est un petit peu plus formatée. Mais l'idée là-dedans, c'est que moi, au quotidien, je travaille, d'autant plus que j'ai le devoir à la fin de la journée de produire un bulletin pour le lendemain.
qui est 120 secondes de longueur, ou rendre 5 ou 6 sujets, si je serre un peu. Là. Donc, je dois me faire violence et dire, c'est ça, ce sont ces 5 sujets-là, ce sont ces 6 sujets-là, et c'est le même processus que Jérôme de dire, on y va par élimination. Et puis, moi, je pars. Quand je regarde, à la fin de la journée, là, il y a probablement quelque chose comme 1000 articles qui sont passés ou générés par des médias, générés par des créateurs de contenu sur Internet, générés par des courriers que je reçois, des courriels, des communiqués de presse que je vais passer. C'est entre 1000 ou 1200 sujets, ou en tout cas publications qui me viennent sous le nez. Et depuis 2003, moi, j'ai mis en place un système. À la base, c'était basé sur Feedly, qui est un système d'agrégation de contenu avec un fil RSS, auquel j'ai rajouté une petite moulinette qui me permet à un moment donné de faire du ménage là-dedans. Je dirais que vers la fin de l'après-midi, j'ai peut-être quelque chose comme un résumé de 250 sujets. À partir de là, après, il va falloir que je fasse ce ménage. Je ramène ça à 50, puis après, je zoome sur, pour moi, ce qui est important. Et ça, c'est entre-temps, puis ça, c'est vrai pour Jérôme, c'est vrai pour moi, mais c'est si on n'a pas été contacté par un média pour nous dire, on aimerait ça vous avoir en entrevue pour commenter. Et puis là, tu dis, OK, ça, c'est ce qui intéresse le public. Mais est-ce qu'on un peu plus loin que ce que les médias traditionnels vont faire. Et c'est ça. Alors, mais c'est toujours de rouler. Et c'est la beauté de l'affaire. Le fait qu'on roule pendant toute une semaine là-dedans, ça nous permet de nous concentrer et à un moment donné, l'expérience fait le reste, là. Mais tantôt, j'ai accroché sur le fait que Jérôme disait qu'il lance un épisode par jour. Puis là, à vous entendre à travers le processus, je comprends un peu qu'il y a tout ça qui se fait maintenant, mais ça ressemble à quoi avant versus maintenant? Est-ce que ce que tu décris, 250 sources, ça me semble être beaucoup, mais... Le avant, c'est à partir de quand? Je suis curieux de savoir, parce que je sais, Bruno, que tu es désormais un one-man band. Oui. Mais Bruno en fait encore plus, hein? Il en fait plus que qui? Tu en fais plus que moi, Bruno, d'épisodes. Il y a mon carnet qui a le rendez-vous de 2 heures, c'est une fois par semaine, qui est subdivisé par la suite. Alors ça crée du contenu, c'est quelque chose. En tout, mon carnet, c'est peut-être 9 publications. C'est l'émission complète, puis après, il est subdivisé, comme Jérôme le fait, de son côté. Après, moi, j'ai mon bulletin quotidien, ça, c'est 5 bulletins par semaine. Et parallèlement à ça, sur mon carnet, le blog, dépendamment des journées, c'est entre 4 et 9 articles que je vais publier. Ça, c'est standard dans l'industrie? Non. Ça, on est des bébites. Dans le sens où je connais peu de personnes, moi, qui vont publier autant, mais si je peux le faire, c'est parce que j'utilise de l'intelligence artificielle pour m'aider, pour m'assister dans mes tâches. À quel niveau? Alors, j'allais dire, révèle-nous ton secret, Bruno. À tous les niveaux. Donc, c'est l'agrégation de contenu, mais ça, c'est avec des algorithmes que ça date de longtemps. Après, il y a tout le processus de rédaction où moi, ce que je fais, c'est que je vais demander, quand je vais trouver un sujet qui est intéressant, je vais probablement aller chercher 3-4 sources, des fois 5, 6, en utilisant, je peux utiliser Perplexity, je peux utiliser Feedly, mon bon vieux, pour aller chercher ces sources-là. Et là, je vais donner ça à marcher à ChatGPT, mais une formule que j'ai retravaillée, là, qui est basée sur un système d'API. Parce qu'au départ, ChatGPT, il y a 3 ans, quand j'ai commencé à l'utiliser, il n'y avait pas de version payante, mais j'ai pris le risque. J'ai versé l'équivalent de 3... Je me suis créé un endroit où j'ai mis l'équivalent de 3000 textes que j'avais déjà écrits. Et là, j'ai branché un API de ChatGPT là-dessus. Et donc, ça, c'était sa base d'apprentissage quant à mon style d'écriture. Avec mes béquilles, avec mes formulations, des trucs comme ça. Et donc, c'était du Bruno Guglielminetti, là. C'était ça. Et là, je lui ai dit, apprends à partir de ma façon d'écrire. Quand je vais te donner du matériel, fais-moi moi, ce que j'appelle, c'est un document martyr. Fais-moi un premier draft, une première rédaction. Et puis après, moi, je vais bâtir par-dessus là. Alors là, ce que je fais, c'est que à tous les jours, quand je trouve quelque chose d'intéressant, je lui amène des sources. Il va passer à travers
il me fait un document martyr, moi je repasse dessus parce que je veux m'assurer que les faits sont bons, et puis après que c'est bien écrit, puis qu'il n'y a pas d'hallucination, quoi que ce soit. Et donc, quand je suis content de la chose, évidemment, je vais faire chercher un autre IA pour trouver de l'imagerie ou sinon la créer. Et puis après, quand c'est beau, ben, ça fait un article et puis je fais publier. Et ça, c'est entre 4 et 9 fois par jour. Et est-ce qu'après, tu utilises l'IA dans la post-prod presque? Ben ça, post-prod, ça, c'est pour et le bulletin de nouvelles et le 120 secondes de tech et mon carnet. Aujourd'hui, l'émission que vous entendez, Mon carnet, moi, j'ai toujours travaillé, tout est scripté, à part les entrevues, là, mais tout est scripté, du bonjour jusqu'au au revoir, portez-vous bien, tout est scripté. Et ça me fait rire parce que quand j'étais jeune, quand j'ai commencé, j'avais dans la jeune vingtaine et je travaillais avec un monsieur d'expérience et je le voyais arriver avec ses pages et son bonjour était là, puis son au revoir à la fin, puis je disais, non, mais qu'est-ce qu'il fait? Bien, finalement, plus tard et des années plus tard, quand j'ai commencé à vraiment travailler tout seul en silo, c'était beaucoup plus simple pour moi d'écrire en forme parlée et d'avoir tout ça et de rouler. Sauf que l'avantage que j'ai eu, c'est que comme tout est scripté, c'est comme ça que j'ai été capable de développer ma voix de synthèse et de lui apprendre comment je parlais. Et donc, j'ai nourri aussi une voix de synthèse parallèlement à un chat GPT de version Bruno là, pour la rédaction. Il y a une voix de synthèse qui sait comment je parle, que j'utilise à l'occasion quand je peux perdre la voix ou sinon je veux faire une correction. Oui. Vraiment le son de ta voix. Oui, tout à fait. Non. C'est un autre truc. C'est fortement basé sur Eleven Lab, mais j'ai été bisouné à côté pour corriger des trucs, là. Mais ce que ça me permet, c'est que de temps en temps, si je me trompe dans un chiffre, j'ai pas le goût de tout recommencer, d'ouvrir l'éditeur de son, tout ça. Je m'en vais sur ma fenêtre, je vais dire le chiffre correctement. Quelques mots avant, quelques mots après pour avoir le rythme dans la phrase. Et puis après, il va me sortir le fichier. Je vais le coller à l'endroit où je me suis trompé. Et voilà, c'est fait. Puis il est arrivé, ça fait 1 an et quelques mois là, que 120 secondes existe. Il est arrivé à 2 occasions où j'avais la voix fatiguée. Une fois, j'avais presque plus de voix. Et l'autre fois, j'avais une voix vraiment enrhumée, là, mais c'était pas agréable à entendre. J'ai laissé ma voix de synthèse faire l'émission. Il n'y a personne qui m'a jamais dit que « Hey, c'est pas toi, là. » C'est excellent, ça. Est-ce que, Jérôme, tu en as autant dans ton quotidien des outils IA? Alors, quand j'écoute Bruno, alors je sais ce qu'il fait. Non, mais t'en as beaucoup, toi. Mais non, mais je suis désolé. Non, moi, tu es beaucoup plus en avance que moi dans l'utilisation de l'IA, en fait. Parce que, il faut dire que déjà, toi, tu fais beaucoup d'écrits. Oui. Et de l'écrit standalone, enfin, que tu fais que de l'écrit. Tu as beaucoup d'articles tous les jours qui ne sont pas sous-tendus par une version audio, en fait. Moi, ça, j'ai pas, ou très rarement. Ça fait partie de mes projets, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, en fait, moi, tout ce qui est écrit, ça vient beaucoup de l'audio. Donc, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est on rencontre beaucoup de gens, on fait pas mal d'interviews et c'est une matière qui est incroyable, qui est super riche. Et je me suis dit à un moment, mais bon, ok, je fais une version, donc ça passe en épisode de podcast, etc. Les gens qui vont l'écouter jusqu'au bout, ils seront contents. Mais vu la matière qu'il y a, la richesse, les thèmes qui sont abordés, etc., il y a des pertes. C'est dommage qu'on puisse pas faire plus. Donc en fait, moi, je fais le chemin inverse. Je pars de l'audio pour faire de l'écrit. Et je m'en sers, par exemple, chaque épisode de podcast, que ce soit les interviews ou que ce soit l'émission du vendredi, qui est donc un patchwork où il y a plein de sujets. Je passe tout ça dans une moulinette. En l'occurrence, c'est Auphonic. Et Auphonic, il y a 2 fonctions. Sa fonction de base, c'est d'améliorer la qualité audio. Donc, il va retravailler les pistes, il va normaliser, etc. Donc, c'est de l'IA, mais c'est pas de l'intelligence artificielle générative créatrice de texte. C'est de l'IA qui travaille de l'audio, qui va me ressortir un joli fichier tout propre. Et en plus, deuxième effet qui se coule, cet outil Auphonic, désormais, depuis un bon moment déjà, fait de la transcription speech to text. Donc, il me sort une retranscription exacte. Alors, il m'énerve d'ailleurs parce que chaque semaine, il écorche mon nom et il écorche le nom de Bruno. Ouais, je le sais. Donc, il faut aller le retoucher à la main toutes les semaines, tac, tac, tac. Et en fait, c'est cette transcription-là que moi, je mets dans ChatGPT
Et dans le ChatGPT, je me suis fabriqué un petit agent qui est peut-être sans doute pas aussi évolué. Je suis assez jaloux quand j'écoute Bruno, tout ce qu'il a eu le temps de faire que moi, j'ai pas fait. Parce que ça prend du temps de le faire, de le mettre en place. Il faut l'avouer. Là. Exactement. Ça prend beaucoup de temps et j'ai plein d'envie, mais j'ai pas eu le temps de le faire encore. Mais j'ai quand même un agent qui est bien musclé, que j'ai amélioré au fil du temps et qui va me sortir un texte qui aura été construit à partir des enregistrements audio. Et ce texte, il va me servir de ce qu'on appelle les show notes, enfin le texte de description pour accompagner le podcast. Ce sera publié sur les applis. Moi, je le duplique et je l'arrange un peu. Au début, je l'arrangeais beaucoup. Maintenant, je m'embête un peu moins et je fais vraiment du copier-coller. Je le mets dans la newsletter. Et puis, je m'en sers également, et c'est ChatGPT qui me crache des posts pour les réseaux sociaux. Mais il faut toujours repasser par derrière. Toujours. On ne peut pas lui faire la bride, lui lâcher complètement la bride. À tel point que moi, j'avoue que je fais aussi un peu appel à l'intelligence humaine, toute bête, à l'ancienne. Et j'ai un jeune collaborateur qui travaille pour moi et qui se charge de toute la partie mise en ligne des épisodes de la semaine, donc les interviews, en fait. Donc, il y a tout un process que je lui ai indiqué. Et dès le premier jour, je lui ai dit, bon, il y a ChatGPT, il faut l'utiliser, hein. On va pas, on va pas se cacher derrière son petit doigt. Tu vas l'utiliser dans ton coin sans rien me dire. Et puis moi, je vais faire croire que tu l'utilises pas. Non, c'est moi-même qui lui ai dit au moment où je l'ai embauché entre guillemets. Je lui ai dit, écoute, on va pas s'embêter. On travaille avec ChatGPT, mais attention. Parce que ça ne te dispense pas de faire travailler ton propre cerveau. Il faut que tu vérifies tout, il faut que tu regardes le titre. C'est un jeune qui vient d'être diplômé en journalisme, il a fait une école de journalisme, et donc il sait écrire des papiers, il sait, voilà. Donc je lui demande un vrai travail critique, c'est pas juste faire du copier-coller et faire de la mécanique. Donc c'est comme ça que ça se passe. Moi, c'est vraiment de l'audio vers l'écrit. Après, j'ai plein d'ambitions. J'aimerais, comme Bruno, moi, la voix de synthèse, ça a été un peu un carnage. Hein. Chaque fois que j'ai fait des choses, non, mes auditeurs m'ont engueulé. Ça leur plaisait pas. Ça leur plaisait pas du tout. Finalement. Pardon ? Ça se remarquait finalement. Ouais, ça se remarquait trop. Alors, il y a une chose que je fais. J'utilise pas mal le Notebook LM de Google. Mais pour traiter un sujet dans la semaine. En général, ça va être le sujet un peu compliqué que j'ai pas envie de faire moi-même. C'est-à-dire, il faut aller dire plein d'articles, parfois même des études compliquées, etc. Pour sortir, je sais pas quoi, les dernières avancées en informatique quantique. Il y a des chiffres, des trucs, des machins. Là, je mets tout ça dans Notebook LM. Je lui dis, tiens, fais-moi un truc sympa. Et là, c'est magique parce qu'il va me sortir un enregistrement audio. Mais ça dure 2 minutes et je l'intègre dans mon podcast comme je le ferais avec un journaliste. Alors là, je vole carrément un poste de journaliste, hein, ça, c'est certain. C'est vraiment, il fait un travail de journaliste. Donc je fais ça, mais en termes de synthèse vocale, ça va pas beaucoup plus loin. Là où, et après, juste, il y a un truc que moi j'ai envie de développer, que j'ai envie d'utiliser, mais ça marche pas encore très bien. J'ai essayé encore ce week-end. C'est la partie agentique, parce que produire un podcast, il y a toute une partie de cuisine qui est casse-pied avec des copier-coller, ouvrir des formulaires, se connecter à telle plateforme. Enfin, moi, mon environnement de travail, c'est Chrome et j'ai 10 onglets qui sont ouverts en permanence. Et on passe de l'un à l'autre. Il y a un process, onglet 1, onglet 2, onglet droit, etc., etc. Et tout ça, j'aimerais l'automatiser. Et donc, j'ai essayé de l'automatiser avec Atlas, le nouveau navigateur d'OpenAI avec ChatGPT, qui est censé pouvoir cliquer, etc. Mais bon, c'est très, très laborieux. Il met beaucoup de temps. Et là, hier, il m'a fait des choses, mais il m'a fait n'importe quoi. J'ai dit, mais pourquoi tu oublies la moitié du texte? Et pourquoi tu as oublié la mise en forme? Ah oui. Et alors, c'est très drôle parce qu'on voit tout ce qu'il pense. Il dit, oh, je vais faire au mieux pour satisfaire l'utilisateur. Et puis, il recommence. Donc, forcément, vous avez vu ça et revu ça et revu ça. Vous l'avez dit au début, vous êtes des pionniers à chaque fois. Quand il y a une nouvelle technologie, je vais aller l'essayer, je vais aller goûter. Oui. J'imagine qu'à chaque fois, vous butez à ça, à une technologie qui est incomplète, qui n'est pas encore rendue là. Exactement. Et ça fait partie de nos discussions, le 30 minutes qui n'est pas diffusé. C'est cette semaine, j'ai essayé ça, qu'est-ce que ça donne? Oui, et on bondit l'un et l'autre sur
le savoir de l'autre parce qu'on se retrouve dans un même contexte de production. Puis pour Auphonic, l'outil linguistique allemand que Jérôme utilise. Moi, j'utilise aussi puis d'ailleurs, parce que tout à l'heure, je parlais des textes que j'écris et aussi du bulletin de nouvelles, mais mon carnet, s'il n'y avait pas Auphonic, moi, il y a encore beaucoup d'heures que je passerais là-dessus parce que ce que je fais, moi, systématiquement, j'ai quelque chose comme 4 entrevues et puis autant de collaborateurs qui sont sur l'émission. Alors, ce que je fais, c'est que toutes les entrevues, tous les segments, avant de monter l'émission, donc de rentrer en production et faire le mixage, là, je prends tout ça, je le passe dans un outil qui s'appelle Turbo Scribe et qui est je pense que c'est français. Mais je ne suis pas sûr. Et donc, je prends ça, je balance tout ça et tout est donc transcrit. Alors là, j'ai le contenu audio et j'ai le contenu en texte. Et ce que je fais, c'est que je retourne dans mon outil qui sait comment j'écris et je lui dis, et ça, il y a déjà un agent qui est programmé pour ça, je dépose mon texte là-dedans et lui va me générer des introductions de chroniques et des introductions d'entrevues. Mm-hmm. Mais encore là, moi, j'appelle toujours ça, c'est un document martyr. Parce que, et puis comme Jérôme le disait, de temps en temps, ça tombe bien, mais de temps en temps, c'est assez affreux. Alors, il faut repasser à travers, il faut ajuster ici et là des phrases. Si j'utilisais ça tout le temps, ça commencerait toujours avec cette semaine. Ben non, il y a autre chose que cette semaine comme ouverture de présentation. Alors, il apprend, mais de temps en temps, il est un peu paresseux. Mais donc, tout ce qui est présenté, tous les textes que vous entendez de présentation, ils sont générés dans une première version par ces outils-là. Et donc, une fois que j'ai mes textes qui ont été en première passe créés par la machine, j'ai mes entrevues audio, bien là, j'enregistre mon ouverture que je pourrais faire avec ma voix de synthèse, mais ce que j'aime, c'est de parler puis raconter des choses. Alors, je le fais en vrai. Et puis après, ben, je travaille tout ça, puis un peu comme Jérôme le disait, à la fin, je vais utiliser la transcription que Auphonic donne en même temps qu'il va corriger le son de ton émission pour générer des présentations ou des descriptions des éléments pour par la suite les publier sur mon carnet.com et aussi sur les réseaux sociaux. On peut l'oublier. Tu allais dire, Jean? Oui, c'est là où on voit aussi, on est rentré dans un monde, alors il y a un côté expérimental, est-ce que la technologie peut faire ça ou pas? Et puis, il y a aussi déjà des outils qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc, on est déjà à un niveau un peu plus évolué, on se rend compte, je parle en termes d'évolution de technologie. Et Auphonic, normalement, en théorie, il est capable de générer des textes de présentation de podcast. Ouais. Et il peut le faire un peu à la manière de ChatGPT agent, enfin ChatGPT, on peut lui donner un modèle et il va générer. Mais il n'est pas bon. Donc, t'es d'accord avec moi? C'est une catastrophe. Moi, il me le sort toutes les semaines parce que c'est programmé comme ça, c'est automatique, mais je ne regarde même plus parce que c'est nul. C'est nul. On ne peut pas l'utiliser. Les gens qui ne sont pas exposés à ça ne sauront pas nécessairement toutes les étapes requises pour se rendre à... On a du contenu qui a été produit, audio, préparé, de synthèse si on fait de la recherche, jusqu'à la publication de cette conversation-là ou de ce blog-là. Au final, on a vécu ça aussi dans la production d'Il y a du neuf, c'est-à-dire voici l'enregistrement, comment est-ce qu'on fait pour faire une introduction qui touche à tous les éléments, avoir une certaine signature, plume. Fait qu'on a jonglé avec un paquet de ces outils-là, puis j'ai vraiment adoré, Jérôme, plutôt quand tu as mentionné comment tu as eu la conversation avec ton collègue. On ne se le cachera pas, cet outil-là, il existe désormais, il faut l'utiliser. Et puis, ça touche un peu à la notion de shadow AI. Là. Tout à fait. On ne se le dit pas, mais chacun le fait de son bord. Non, donnons-nous des lignes directrices pour qu'on sache comment travailler avec. Puis d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus parce que Radio-Canada, il y a quelques temps, a mis en place cette directive-là. Essentiellement, elle a dit, c'est un outil. Il est là, on le sait que vous l'utilisez. Voici comment on veut que vous l'utilisez et comment on veut que vous ne l'utilisez pas. Et puis, ça permettait justement de mettre des lignes claires sur c'est qui écrit, c'est qui recherche, comment on fait la recherche ou le retravail. Est-ce que vous avez été exposé à des collègues qui ont
qui ont vécu ça de façon soit challengeante ou au contraire, ça a été libérateur, un peu comme vous qui l'avez fait de façon précurseur? Caro? Ouais, moi j'avais un peu. Alors moi je suis plus dans une rédaction, donc je vois pas trop au quotidien comment travaillent mes collègues, mais c'est à l'occasion de discussions comme ça, occasionnelles. Il y a comment dire, il y a il y a différentes manières. Ouais, il y a tous les cas de figure. Il y en a certains qui ont sauté. Il y en a quelques-uns qui ont sauté dessus. Il y en a beaucoup qui ont pris peur. Mais je pense qu'aujourd'hui, et notamment dans les médias tech, et c'est normal, et j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Après, il y a ce qu'on dit au public et ce qu'on ne dit pas. Par exemple, je vois les sites web qui ont mis en place des résumés automatiques faits par intelligence artificielle. Ils y sont allés très précautionneusement en disant attention, attention, cher public, ne vous inquiétez pas, nous ne laissons pas le pouvoir à l'IA. C'est à peu près ça, hein, je caricature, mais ça voulait dire ça. Mais vous allez voir, nous proposons, c'est clairement identifié. Chaque fois qu'on fait appel à l'IA, on va vous le dire et tout. Là, je pense qu'aujourd'hui, on s'autorise des choses qu'on ne s'autorisait pas il y a encore 1 an ou 2, et on ne dit plus forcément ça a été fait avec l'IA, ça n'a pas été fait avec l'IA. Mais pour une raison simple aussi, c'est comme on vient de l'expliquer pendant 1 heure l'un et l'autre, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est avec l'IA, mais c'est pas l'IA toute seule. Et c'est ça qui fait la différence, je pense. Non, c'est la même chose. Moi, je repense à une série que j'ai faite, ça fait 2 ans, où c'était des faits inusités sur la technologie. Et c'est une série de 30 épisodes et tout était IA là-dedans. Là. Les voix étaient IA, il y avait 2 voix, un homme, une femme. Les idées étaient de l'IA, la rédaction était... Moi, j'étais là pour superviser leur travail, mais tout était IA. Mais c'était clairement dit par la narratrice qui accueillait l'auditeur qu'elle était l'IA qui travaillait avec Bruno. Et puis, je vous laisse avec mon collègue IA qui va vous raconter l'histoire, mais juste pour être full transparent avec les gens qui allaient écouter. Ouais. Mais aujourd'hui, mis à part de le dire au début, par exemple, quand je fais une traduction d'une entrevue qui est originalement en anglais et que je vais en passer un extrait ou toute l'entrevue en français, je vais le dire à l'auditeur que ça a été adapté en français en utilisant de l'IA. Parce que je ne veux pas qu'il pense que la personne que j'ai invitée parle le français alors qu'il ne parle pas. Mais je vais être transparent par rapport à ça. Mais je pense, quand on me pose la question, je vais être transparent, je vais le dire. Mais comme Jérôme l'a mentionné, je ne vais pas passer à tous les jours. Oh, en passant, ce que vous entendez, ça a été fait assister par de l'IA. Ou oh, ce que vous lisez, ça a été fait assister par de l'IA. Non, là maintenant, on le sait. Oui, les auditeurs le savent, je pense. Ouais. Exactement, c'était de l'ordre de l'exceptionnel. Les gens commençaient à l'utiliser, mais aujourd'hui, c'est rendu quotidien. Tout le monde le fait. Donc, c'est vrai que à dire je travaille avec de l'IA, c'est logique, en fait, que tout le monde devrait le faire pour pas être... C'est très 2025. C'est comme dire aux gens, ce budget-là, j'ai utilisé Excel pour le faire. Pour que vous le sachiez. C'est pas ça. On n'a pas besoin de dire qu'on a utilisé pour présenter. Exact. Et autre question, vu que vous créez quand même beaucoup de contenu à tous les jours, à toutes les semaines, beaucoup d'autres personnes créent beaucoup de contenu. Tous les contenus sont de plus en plus accessibles. On se retrouve dans une marée de nouvelles à chaque jour. Comment on fait pour déceler le vrai du faux? Parce que récemment, j'ai vu une news sur Instagram passer qui parlait d'une étude qui a été faite à Harvard. Pendant 22 ans, ils ont fait une étude en disant que sur, je ne sais plus, 16 000 personnes étudiées, de pas prendre de petit déjeuner, ça rallongeait la vie de 4,5 années. Il s'avère que cette étude a été relayée par des médias français et cette étude n'a jamais existé. Personne n'est allé vérifier que c'était faux et que le premier post Instagram, c'était généré. Comment on peut s'assurer, même vous, parce que vous avez des feeds qui s'alimentent de sources qui sont supposées être vérifiées, s'assurer qu'on ne va pas donner de la fausse information, mais qui va être publiée et écoutée des millions de fois. Ça, c'est super dangereux. Là, typiquement, c'est que le travail n'a pas été bien fait. Et voilà. Je suis désolé, c'est juste le boulot n'a pas été bien fait. Le travail des journalistes, c'est aussi de vérifier. On ne peut pas tout vérifier, évidemment.
Mais oui, il fallait remonter à l'origine de l'étude et aller voir s'il y avait vraiment une trace sur le site de Harvard, etc. C'est l'approche légitime qu'on devrait avoir envers les journalistes. Ben oui, mais même comme citoyen. À un moment donné, s'il y a juste un endroit que tu connais plus ou moins où on parle de ce sujet-là, peut-être que tu peux avoir un doute certain sur la véracité de la chose. Si en plus ça a l'air un peu farfelu ou un peu particulier, ben simple. Puis aujourd'hui, il faut être paresseux. Là. Tu rentres le titre ou le sujet dans Google, ou tu cherches sur Perplexity, ça va sortir rapidement. Mais comme Jérôme l'a dit, c'est de la paresse. Des gens, probablement que le premier coup, c'était un coup de communication qu'ils voulaient faire. Ça, je comprends. À la limite, il y a une stratégie derrière. Mais par la suite, ceux qui reprennent, et en plus des journalistes, il y a un méchant problème d'éthique. Et là, c'est eux qu'il faut viser. Mais moi, je passe mon temps à vérifier, minimum d'avoir toujours 2 sources quand je raconte une histoire. Puis, à moins que ça devienne d'une source que je sais très bien informée et qui a une historique là, par rapport à son information. Mais tomber devant cette histoire-là, là, c'est sûr que je remontais à Harvard pour trouver l'histoire avec un lien, une adresse d'Harvard, puis voir le document, là, parce que je ne te crois pas. Là. Des fois, c'est pas évident. J'avais déjà lu des études ou voir des articles qui parlent d'une étude bien particulière. Et je vais d'article en article de journalistes. Il n'y en a pas un qui cite le document. C'est ça. Et j'ai dû en faire peut-être 10 avant de trouver un endroit où il y avait l'étude qui était écrite. Et je ne comprenais pas que ce n'était pas oublié. Mais ça, c'est mon quotidien. Parce qu'au moins 1 fois ou 2 fois par semaine, si ce n'est pas plus, je vais citer un nouvel article. Pas un nouvel article, une nouvelle étude sur un sujet. Et tant que je ne trouve pas l'étude, j'en parle pas. Et quand je mets la main sur l'étude, là, je le mets dans mon appareil et puis elle va l'analyser et je ne vais pas me fier sur ce que les autres journalistes ont dit parce que probablement qu'ils l'ont fait peut-être sur l'autre article, sans jamais voir le document. Et souvent, moi, je sors des chiffres qui n'ont rien à voir avec ce qui a été mentionné. Pourquoi? Parce que je lui ai dit de travailler le texte en pensant que c'est dans l'art de la requête, là, de faire de la recherche comme si tu étais X ou Y et puis on arrive à de l'information. Ça me fait penser à Yuval Harari qui a écrit le livre Sapiens puis Homo Deus, aussi récemment le livre Nexus, dans lequel il parle de la quantité, l'abondance d'informations qui a été d'abord célébrée, comme quoi d'avoir plus d'informations, forcément, ça veut dire que la vérité a plus de chances d'être là. Puis l'image qu'il utilisait, c'est avoir plus d'informations, la vérité, elle ne va pas bubble up jusqu'à la surface. Elle va couler au fond. Elle va être ensevelie par l'ensemble de mensonges. Puis Bruno, récemment, tu as parlé sur les médias d'un livre là, par rapport à l'éducation. Ça m'a fait réfléchir par rapport à cette... En fait, j'ai cette crainte-là que... En passant, Jérôme a eu en entrevue les auteurs de ce livre-là. C'est quoi le titre déjà? Sur l'éducation, c'est ne faites plus d'études. Voilà. C'est un titre provocateur, mais essentiellement, ce que ça ressortait, c'est quoi le besoin réel maintenant? C'est celui que vous avez nommé. On a besoin de pouvoir remettre en question l'information. Et moi, je me préoccupe d'un monde, non pas où est-ce qu'il y a un paquet de fausses informations, mais un monde dans lequel on n'est plus capable de faire confiance en n'importe quelle information parce que la probabilité que ça soit faux est élevée, finalement. Et c'est pour ça que les sources d'information sont importantes. Voilà. Et moi, c'est l'entendre, puis je pense que là, je parle pour Jérôme inclusivement, c'est pour ça que c'est l'entente qu'on a avec les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous lisent. C'est que vous nous faites confiance. Moi, à chaque jour, quand je publie quelque chose, chaque fois que je publie quelque chose, je remets ma réputation en jeu là-dedans et je suis garant de l'information qui est là. Et d'ailleurs, en fin de semaine, c'est quelqu'un qui me disait, oui, tu n'es peut-être pas journaliste, mais tu fais du journalisme. Je dis oui, parce que c'est comme ça que j'ai appris le métier. Tu ne fais pas 25 ans à avoir une démarche critique par rapport à l'information pour aller chercher l'essentiel moelle de la chose, de l'amener, te bâtir une réputation pour après... dilapider ça puis écrire des bêtises. Là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait jamais d'erreurs et qu'on ne fera jamais d'erreurs. Mais on les mentionne puis on continue. Exactement. C'est la différence entre un journaliste et un
désinformateurs, on va dire, c'est que en général, les désinformateurs s'enferment dans dans leurs histoires, et le journaliste, s'il s'est trompé, et le média, s'il s'est trompé, il dit on s'est trompé. C'est arrivé plein de fois, hein, voilà. Donc oui, mais ce que je veux dire aussi, c'est que d'un côté, l'intelligence artificielle contribue à la profusion d'informations non vérifiées, difficilement vérifiables. On pourrait parler aussi des images, des fausses vidéos, etc. Mais d'un autre côté, c'est aussi un outil fantastique pour aller débunker tout ça et s'approcher de la vérité. Si vous prenez par exemple sur le réseau X, l'IA Grok d'Elon Musk, les gens qui l'utilisent ont bien compris que Grok permettait dans bien des cas, très souvent, de vérifier des informations. Et Grok, il n'est pas mauvais. Alors oui, c'est l'IA d'Elon Musk, on pouvait s'attendre au pire, etc. Il est entraîné, il fonctionne beaucoup sur X où il y a des torrents de cochonneries, hein, il ne faut pas se le nier, mais bizarrement, il se raccroche toujours à des bonnes sources, des faits historiques, etc. Et il n'est pas mauvais du tout pour décrypter l'information. Donc ça, c'est un élément. Et toutes les IA génératives, comme le disait Bruno, vous prenez l'étude d'Harvard, vous la mettez dans le ChatGPT, il peut là aussi faire des erreurs, mais grosso modo, il va bien s'en sortir et il va arriver à sortir les véritables informations. Donc, il faut savoir aussi, il faut prendre la peine d'utiliser ces outils-là. Après, c'est vrai que pour le public, c'est peut-être plus difficile. Moi, on le voit, nous, en tant que professionnels des médias, on repère très vite dans un fil des informations qui soit sont absolument fausses, c'est évident, ça saute aux yeux, soit parfois on peut se faire avoir. On peut se faire avoir en consultant les réseaux sociaux, parce que ça marche sur quoi, la fausse information? C'est qu'elle va toucher quelque chose qui nous plaît. Elle va faire passer un message auquel on est réceptif. On a envie d'entendre ça. Donc, si quelqu'un nous le dit, ah bah ouais, alors c'est que c'est vrai. Et on ne va pas chercher plus loin et on va le faire passer. Et ça, il faut arriver à lutter contre ce penchant naturel, et c'est peut-être ça le plus difficile, à mon avis. Le biais de confirmation, ça. Ouais, exactement, c'est ça, c'est le biais de confirmation, tout à fait. Et puis, mais bon, après, c'est la source, hein, comme dit Bruno, il y a des choses. Aujourd'hui, la plupart des contenus sur les réseaux sociaux sont étiquetés. Quand vous voyez quelque chose qui vient de France Info ou de tel ou tel média, c'est pas pareil que si ça vient de nulle part, qu'il n'y a pas de logo. Et même s'il y a un présentateur, alors il y a beaucoup de fake aussi, hein, moi, on m'envoie, j'ai des amis qui sont à l'étranger, ils m'envoient des infos qui, soi-disant, concernent la France, avec des présentateurs télé français, avec leur voix, le studio et tout. Et je vais chercher, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est complètement faux. Cette information est fausse, elle est fabriquée de toutes pièces. Et ils tombent dedans, ils tombent dans le panneau. On arrive progressivement à la fin de notre rencontre. Dernière question. Cette fois-ci, j'aimerais comparer la France et le Canada, quelque chose qu'on fait moins souvent, mais là, je suis très contente qu'on ait compté Jérôme avec nous. On parle des outils d'IA qu'on utilise plus ou moins, à quel point les journalistes aujourd'hui ont plus de mal à l'utiliser et sont réfractaires à ce changement-là. Est-ce que vous voyez une différence entre justement des personnes qui ont envie d'utiliser ces outils entre le Canada et la France? Est-ce que la France, on est plus réfractaire à ce changement-là, ou est-ce qu'inversement, c'est plus le Canada, ou est-ce qu'on est sur un même pied d'égalité? Est-ce que vous voyez une différence à ce niveau-là? C'est pas facile de répondre à cette question, parce que ça veut dire qu'on a une vision un peu exhaustive. Moi, j'ai l'impression qu'au début, ça a été donc en France, il y a eu beaucoup de méfiance, mais même dans les rédactions, c'était ah non, attention, n'utilisez pas ça, interdiction d'utiliser l'intelligence artificielle. Et c'était la même chose dans des entreprises qui n'étaient pas des entreprises de médias. Et puis, les journalistes ont commencé à faire du shadow AI, à utiliser ça de leur côté. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans le shadow AI. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça comme ça, en se cachant un petit peu. Mais il y a aussi beaucoup de méfiance. Mais en même temps, alors ça, c'est aussi une chose dont on aurait pu parler, c'est que Bruno et moi, on suit ça depuis le début, et on a vu toutes les générations de néoludites, hein, on va dire, c'est-à-dire tous ceux qui sont opposés au progrès. Il y avait ceux qui étaient contre Internet, il y avait ceux qui étaient contre le smartphone, ils étaient toujours contre quelque chose. Moi, j'en ai encore dans mon entourage. Hein. J'ai un ami très proche, je pense que je vais le tuer. Mais
veut pas, qui a jamais touché à ChatGPT, qui veut pas, qui en a marre des applications mobiles, qui veut se détacher des écrans et tout. Bon, il y a toujours eu un mouvement comme ça de réaction très très fort. Et alors, il y a peut-être une particularité française, c'est que passé cette première vague on ronchonne, après, quand les digues lâchent, là, il y a un énorme engouement et tout le monde se jette là-dessus. Et c'est une adoption massive. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on a pu voir dans le passé pour les autres technologies numériques. Mais ce n'est pas encore le cas pour l'IA. C'est pas encore le cas pour l'IA, mais on dit qu'il y a 40% des Français qui utilisent ou qui ont déjà utilisé l'intelligence artificielle. Alors 40%, ça fait même pas 1 sur 2, mais c'est déjà quand même pas mal. Je pense qu'en termes d'adoption, c'est pas mal. Mais dans une salle de nouvelles, as-tu l'impression que c'est... Non, je pense que c'est pas. Dans les rédactions, c'est pas très utilisé. Okay. Je suis content que tu poses la question, Bruno, parce que justement récemment, tu as participé à un événement avec ce genre d'audience-là. Comment ça s'est passé? Tu présentais essentiellement comment ton travail fonctionne avec du journalisme. Oui, exactement. Et puis, mis à part, c'est drôle, Rémi, parce que tu faisais allusion à Radio-Canada qui avait établi des règles et qui les avait publiées. Juste avant de l'événement auquel j'ai participé, il y a le journal La Presse qui a publié aussi une publication sur le fait que maintenant, ils allaient permettre aux journalistes de l'utiliser. Évidemment, ils se sont rendus compte qu'il y en a plusieurs qui l'utilisaient. Et là, on est juste en train de mettre des garde-fous pour que ça se passe bien. Et moi, la plupart des rédactions, que ce soit dans l'électronique ou que ce soit, j'allais dire le papier, mais aujourd'hui, il n'y en a presque plus de papier, là. Ils sont tous disponibles sur Internet. Je dirais que la plupart des rédactions l'utilisent, mais on n'est pas encore là à la création de contenu. On est dans l'assistanat. C'est déjà un excellent départ, mais parce qu'on est en 2025, bientôt 2026, mais ce n'est pas encore d'utilisation très avancée. Et j'entendais des choses qui étaient faites par Radio-Canada. Il y avait le monsieur intelligence artificielle qui était là à la même rencontre où j'étais. Et on sent, là, il y a une concertation qui est en train d'être faite, il y a des choses qui ont été mises en place, mais ce n'est pas encore à l'antenne. Et pour la presse, c'est pareil. Il y a aussi encore beaucoup de méconnaissances. Hein. Quand on voit, il y a beaucoup de méconnaissances de l'outil, mais de mauvaise compréhension. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bien compris comment ça marchait, qui pensent que c'est un moteur de recherche, après, ils s'aperçoivent que les résultats sont pas fiables. Ils se disent, oh ben non, mais alors c'est pas sérieux, on peut pas s'en servir. Qui pensent qu'ils savent pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai vu passer un tweet, il y a pas longtemps, là, hier, d'un écrivain qui expliquait comment il avait piégé l'IA et qu'il avait détecté que l'IA avait en fait une conscience. La preuve, regardez ce qu'elle m'a répondu et tout. Enfin, c'est incroyable d'avoir une méconnaissance comme ça. Enfin, c'est pas incroyable, ça peut se comprendre, mais c'est un problème en tout cas. L'éducation va être hyper importante. C'est ce qu'on tente de faire depuis longtemps avec l'évolution de la technologie. Mais ça, cet exemple-là que Jérôme donne, ça me fait penser il y a 30 ans justement où il y avait un journaliste dont je tairai le nom à Radio-Canada, mais qui avait fait un reportage et qui avait dit comment l'Internet avait appris à un jeune garçon à faire une bombe. Ouais. Il y a 30 ans. Là, je m'excuse, j'ai été le voir dans la salle de nouvelles. Je disais, est-ce que tu sais ce qu'il a consulté? C'était la version numérique d'un livre qui était disponible dans la bibliothèque de sa ville. Regarde, s'il s'était levé les fesses, il aurait été à la bibliothèque, il aurait pu faire la même affaire. Mais bon, il a été paresseux, c'était plus facile d'accéder, mais viens pas dire que c'est l'Internet qui lui a montré comment faire un bon exemple de ludite, là, justement, le terme où est-ce que ça date du début du siècle, là, je pense, quand les premières machines automatisées, je pense, la couture qui était sortie. Là. Right? C'était ça, non? Autour de ça, oui. Les machines à tisser. Messieurs, c'était vraiment un plaisir de vous accueillir au podcast aujourd'hui. Je suis content qu'on ait pu déballer pour les moldus comme nous qui ne sont pas dans le journalisme, de comprendre c'est quoi la réalité de votre métier, mais la réalité aussi, je pense qu'on peut tous se reconnaître dans ce que vous vivez au quotidien. On tente tous
tous et toutes d'utiliser des outils qui nous permettent de gagner en efficacité, en fiabilité, en rapidité. Et puis, il y a des pièges. Il y a des pièges à travers ça. Vous semblez avoir su naviguer à travers ça, puis montrer le chemin. De ce que je comprends, vous le faites depuis maintenant plusieurs décennies. Vous l'avez fait à travers différentes technologies. Merci d'avoir pris du temps avec nous pour déballer ça, déballer les mythes. Et Merci à vous. est-ce que vous avez un message? Peut-être, vous avez chacun vos propres chroniques. Est-ce que vous voulez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver? Moi, j'invite les gens à aller consulter Mon Numérique, que ce soit le site ou qu'ils s'abonnent directement sur la meilleure plateforme de balado. Et puis, Mon Numérique, tu fais la promotion de Jérôme. Jérôme? Voilà, merci. Alors moi, qu'est-ce que je vais dire? Non, allez écouter Mon Numérique, c'est tout. Je reconnais Jérôme, c'est bon. Mais non, allez écouter Mon Carnet, bien sûr, et allez surtout consulter le site Mon Carnet de Bruno, qui est très riche, puisque, notamment, je le disais, avec toutes les infos, tous les articles qu'il publie quotidiennement. C'est le site qui est très riche, c'est pas moi. Oui, je sais. C'est un peu le problème de ce métier. Mais c'est bon de le préciser. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est les gens sous une fausse impression. Non, mais tu sais, c'est pour ça que je te dis, il faut qu'on fasse un site de fake news. Là, on deviendrait riche. Là, on serait populaire. Vous pourriez faire un site et juste marquer fake news 100%. Mais non, nous ne touchons pas, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Mais ça serait beau ça, fake news 100% vérifié. Et je suis sûre que les gens le reprendraient en disant que c'est vrai alors que c'est marqué que c'est faux dessus. C'est un bon slogan. On se retrouve dans un an pour couvrir votre nouvelle business, idée d'affaires, les fake news 100%. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on fait aujourd'hui aura sans doute évolué dans un an. Très certainement. Il y aura beaucoup de choses qui auront changé, c'est sûr. Et merci Bruno, Jérôme, Rémi. Puis on dit à très bientôt sur un nouvel épisode Il y a du neuf. Au revoir. Bye bye. Salut Rémi, on se retrouve pour un épisode Il y a du neuf qu'on a tourné il y a très exactement 15 minutes. Donc on est à chaud. Ouais, on est à chaud. Je trouve ça vraiment stimulant d'avoir Bruno, qu'on connaît beaucoup au Québec, puis Jérôme, que je connaissais pas beaucoup. Toi, Laetitia, tu écoutais déjà leur capsule, hein? Bruno Guglielminetti, oui, j'écoute de temps en temps où je vais regarder les articles qu'il écrit justement sur mon carnet numérique. Jérôme Colombin, que non, je ne connaissais pas du tout, mais une très belle découverte. Ils font du journalisme ensemble depuis quelques temps à travers leur plateforme individuellement. Puis, ce qui ressortait, c'est que leur chemin, leur processus, finalement, a été assez similaire. Progressivement, ils se sont mis à utiliser des outils. En fait, quand un nouvel outil apparaît, ils ne se gênent pas d'aller l'explorer et de voir si c'est pertinent pour eux. C'est ça, en fait, l'élément qui m'a impressionné, surpris là-dedans, c'est que dans un monde où les gens ils vont à tâtons, on dirait que les autres, ils sautent les deux pieds dedans. Exact. Les deux pieds joints dans la nouvelle technologie, mais ils sont depuis très longtemps dans la rédaction d'articles technologiques, innovation. Donc, ils ont cet attrait-là à vouloir essayer des outils, j'ai l'impression. Oui, puis ils sont des ambassadeurs parce qu'ils en parlent, mais je pense... J'ai pas l'impression qu'ils sont souvent dans le rôle de faire l'ambassadeur de leur propre usage dans leur quotidien. C'était vraiment la vitrine qu'on voulait donner à nos auditeurs, c'est de pouvoir creuser ça ressemble à quoi de l'IA, de l'automatisation dans du journalisme. Exact. En 2025, comment qu'on... Oui, la nouveauté du métier de journaliste, comme tous les métiers sont impactés par l'arrivée de l'intelligence artificielle, plutôt que de le mettre au placard et de fermer les yeux sur ce qui arrive. Au contraire, d'entendre des personnes qui sont dans le métier depuis 30-40 ans et qui utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui pour, comme tu dis, automatiser. Ils sont capables de produire à une vitesse que jamais on aurait pu produire à cette vitesse-là il y a encore quelques années, et ils le font tout seuls ou à deux. Donc, ce qui est pertinent aussi, c'est de voir que oui, ils utilisent beaucoup la technologie dans leur métier, mais le monde du journalisme n'est pas encore totalement prêt à vouloir l'utiliser à 100%. Donc, ils sont un petit peu avant-gardistes de cette technologie-là, là où il y a quand même un frein particulier. Il le disait, les journalistes commencent à l'utiliser, mais plus dans l'assistanat que dans la création de contenu. Je ne connaissais même pas ce mot-là, l'assistanat. Moi, ce que je retiens de cette conversation-là, c'est
document martyr, un terme que Bruno a lancé à quelques reprises, puis c'est tellement vrai, c'est-à-dire, il ne faut pas se leurrer puis se dire l'IA, ben, c'est soit que c'est un bon travailleur, puis sinon, ben, je ne veux pas l'utiliser, ou c'est quelque chose qui est complètement incompétent pour ce que je veux faire. Non, il y a le milieu de ben, ça m'amène à une version 0. Moi, j'appelais ça la version 0, mais je pense que dorénavant, je vais dire document martyr. Où est-ce qu'on sait qu'il y a d'autres travails qui s'en viennent, mais cette version-là a le bénéfice d'avoir des sources peut-être fiables à vérifier, une structure déjà composée, donc à remodeler, puis probablement un choix de mots qui n'est pas tout à fait le nôtre, quoique Bruno avait une façon créative de revenir là-dessus. C'est vrai. Et on peut faire le parallèle avec tous les autres métiers. Moi, je le vois en tant que développeur, j'utilise effectivement l'intelligence artificielle, mais comme premier jet, donc effectivement, document martyr dans son jargon à lui, j'utilise en premier et après, j'itère dessus, je viens peaufiner ce que j'ai à créer et ce que j'ai à faire. Et force est de constater que c'est pareil dans le métier du journalisme. Oui. La vérité, là, c'est que ça, je pense que ça m'a marqué parce qu'ils travaillent seuls. Ce sont des travailleurs indépendants qui réussissent à se multiplier ou à multiplier leur impact ou la quantité de travail qu'ils font. Mais la réalité, c'est que le concept de document martyr est hyper important quand on travaille en équipe de façon générale. Parce qu'on veut proposer un premier pas, il faut que quelqu'un commence. Donc, on est 2, 3, 4, 10 personnes à devoir collaborer sur un ou des documents, sur un ou des projets. Mais le premier pas, ça risque d'être une version qui va être massacrée. Une version qui est à revoir considérablement, mais il faut faire ce premier pas. Puis je pense que si la personne qui ose placer ce document-là se dit « Ah, j'espère que ça va tout leur plaire », il va être extrêmement déçu parce que la réalité, c'est que non, c'est un document qui se veut être fouetté, puis modelé, puis façonné jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui plaît à tout le monde. Exact. Et un autre point que je retiendrai et que je veux soulever et que les gens prennent conscience de ces choses-là, oui, l'IA fait des choses formidables, il faut le vérifier. Toutes les sources que l'IA commence à créer pour faire de la création de contenu, il faut aller vérifier les sources, surtout en journaliste. Il faut aller vérifier que l'étude dont on parle dans l'article, elle existe bel et bien et que c'est pas juste tout le monde qui cite quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est quelque chose. Ils font les deux un travail de vérification derrière pour s'assurer que ce dont ils vont parler, ce n'est pas une fake news. Puis dans leur métier, ça peut être atroce comme conséquence, c'est-à-dire que qui va leur faire confiance? D'ailleurs, je pense qu'on a tout entendu parler d'une version ou d'une autre de l'avocat qui a utilisé ChatGPT pour faire son plaidoyer. Finalement, il y avait une source qui était pivotale à son argumentaire qui finalement n'existait pas. Ce genre de personnes-là en qui on a la confiance de nous assembler un argumentaire, de nous assembler de l'information pour qu'on se fasse notre propre tête, ben, le rôle est hyper important de nous aider à se faire un esprit critique. Et si on lève le voile puis que finalement, ben, les choses ne s'additionnent pas, ben, c'est ces personnes-là qui vont en payer le prix. Exactement. Merci Rémi pour ce débrief à chaud. Pareillement, Laetitia, je suis vraiment content qu'on ait pu avoir ces invités-là et d'avoir ton avis sur la question.